Au sommaire de ce journal, 117,5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, un peu plus de 38 milliards de francs CFA de souscription brute, des chiffres clés de la SICARE exercice comptable 2023 passés en revue ce mercredi à l'occasion de sa 154e session. La Côte d'Ivoire pourrait-elle concevoir des véhicules d'ici à 2025 pour déterminer les mesures à mettre en œuvre pour réaliser le potentiel ivoirien en matière d'industrie automobile? Une séance de travail se tient avec les acteurs clés du secteur à Abidjan. Les collaborateurs des médiateurs de la République de l'espace UEMOA sont en formation à Abidjan. Un renforcement de capacité qui vise à dresser le bilan des activités et définir de nouvelles perspectives pour la médiation institutionnelle. Et 6 milliards de francs CFA pour remettre à neuf l'antenne de l'INPHB. La pose de la première pierre a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On en sait davantage dans ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous suivre sur Business 24 Africa. C'est l'heure du journal. 117,5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, un peu plus de 38 milliards de francs CFA de souscription brute, un résultat net de 10 milliards de francs CFA. Voilà les chiffres clés de la SICARE exercice comptable 2023. Des chiffres passés en revue ce mercredi par le conseil d'administration de la compagnie à l'occasion de la 154e session. Résultat de course, félicitations et encouragements à faire mieux, sinon autant dans l'exercice en cours à l'endroit de la direction générale. Cette session intervient en marge des festivités du quarantenaire de la SICARE. Le compte-rendu avec Issa Badini et Maru Seri. Conseil d'administration de la SICARE, 154e du genre, salle Chandelier, Sofitel Hôtel Ivoire. Les échanges sont certes à huis clos, mais c'est certain, ils portent tout naturellement sur le bilan comptable de l'exercice 2023 de la Direction générale de la SICARE, dont l'Assemblée générale ordinaire se tient vendredi, ici même dans cet espace hôtelier. Une direction générale qui a d'ailleurs dressé un tableau qui laisse lire 117 milliards 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, un peu plus de 38 milliards de francs CFA des souscriptions brutes et un résultat net de 10 milliards de francs CFA en 2023. C'est donc de ce tableau qu'il est question à cette occasion. Plus de 4 heures de travaux et les administrateurs sont clairs. La moisson 2023 de la SICARE est bonne. Alors, l'année passée, par exemple, nous avons fait un bénéfice de 10 milliards. Ce qui correspondait à une augmentation de 22% par rapport à 2022. Donc aujourd'hui, la tendance que nous observons, c'est que, à défaut de faire plus, nous allons au moins atteindre les 10 milliards de l'année passée. Nous sommes sur une bonne courbe de croissance. Donc notre compagnie elle est florissante, elle se porte bien, elle a une bonne santé financière. Quel parcours en 40 ans d'existence, puisque la SICARE célèbre cette semaine son quarantenaire. Voilà la réponse de la présidente du conseil d'administration qui a à ses côtés, à cette occasion, le directeur général de la compagnie. 40 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la sagesse. Ça veut dire que la SICARE a accompli beaucoup de choses. Nous comptons pour ces 40 ans pérenniser les acquis, tirer les leçons de nos manquements en vue de pouvoir faire face aux défis, aux challenges qui s'imposent à nous dans le futur. Compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la SICARE est une institution internationale à gestion commerciale créée en 1981 par 12 pays, dont le Burkina Faso, le Togo où est logé le siège, le Bénin, le Mali, le Congo, la RCA, la Côte d'Ivoire où se tiennent les festivités du quarantenaire ou encore le Cameroun. En plus des États membres, 64 compagnies d'assurance et de réassurance, ainsi que 4 institutions financières dont la BAD et le FSA partagent l'actionnariat.
Parlons à présent de concours national de dictée. C'est Kwaku Firmin, élève à l'ENA, qui a remporté le premier prix. Organisé par l'association Aquaba Culture et soutenu par Sono Group, la finale a été rehaussée par la présence de 2 ministres venus encourager les concurrents. Cette finale s'est déroulée à la Bibliothèque nationale, nous dit notre reporter Philippe Zabo qui a pris part. 2 ministres de la République dans le rôle d'enseignants, dictant à une centaine de candidats un test de Simone Kaya tiré de l'œuvre Les danseuses d'Mpea. Tel était le spectacle qui nous a été offert lors de la finale du concours La Grande Dictée, une finale de haut niveau. On voit que la dictée intéresse les Ivoiriens. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous sommes champions du monde. Mais au-delà de cela, la dictée, c'est aussi une discipline autour de l'excellence. L'excellence qui est prônée par le président de la République. Quand je regarde le premier prix de la dictée, quand je regarde nos étudiants qui sont allés compétir dans le domaine de la technologie et qui ont hissé haut le drapeau de notre pays, quand je regarde nos sportifs, je me dis, peut mieux faire. L'État fera sa part, mais des initiatives comme celle d'Aquaba Culture mérite d'être soutenu. Après 2 lectures introductives et une lecture proprement dite, c'est un élève de l'École nationale d'administration qui s'adjuge le trophée du vainqueur. Je suis sincèrement heureux de remporter ce trophée parce que ce n'était pas du tout facile vu le niveau très élevé des différents candidats. Et c'est un réel honneur et un véritable honneur pour moi ce jour d'être le vainqueur. Pour les organisateurs de la Grande Dictée et le sponsor principal, la 5e édition est une réussite totale et le concours gagne en maturité. Cette finale prouve bien que nous avons essayé de faire mieux que l'année dernière et nous n'avons plus le choix, nous devons faire toujours un pas de plus vers l'excellence. Aujourd'hui, la Grande Dictée, c'est la promotion de la bonne écriture, donc de la bonne orthographe, de la bonne grammaire et de la bonne conjugaison. Et nous les accompagnons depuis le début. Le gagnant de la Grande Dictée a eu un prix de 1 million de francs CFA, un ordinateur et un bon d'assurance offert par Sono Assurance. À cela s'ajoutent de nombreux autres lots. Concevoir des véhicules made in Côte d'Ivoire d'ici à 2025 et faire de la Côte d'Ivoire un hub sous-régional en matière de fabrication d'automobiles à l'horizon 2035 sont l'un des objectifs prioritaires du gouvernement ivoirien. À cet effet, il a adopté en Conseil des ministres le 20 décembre 2023 un document de politique nationale déterminant les mesures à mettre en œuvre pour réaliser le potentiel de la Côte d'Ivoire en matière d'industrie automobile. Pour ce faire, une séance de travail se tient du 2 au 4 juillet 2024 avec les acteurs clés du secteur. Les détails avec Amiko Robara. Faire de la Côte d'Ivoire un hub sous-régional dans la fabrication d'automobiles à l'horizon 2035 et avoir ses propres véhicules made in Côte d'Ivoire dès 2025. Ce sont les ambitions affichées par le gouvernement ivoirien. À travers cet atelier de lancement du PACI, programme automobile de la Côte d'Ivoire, qui se tient du 2 au 4 juin 2024 à Abidjan. Les acteurs clés du secteur et le cabinet BM Analyst, cabinet chargé de l'assistance technique dans l'élaboration du programme, finalisent la validation des informations sur la nouvelle politique automobile pour de potentiels investisseurs. Cet atelier est le point de départ d'une série de travaux qui vont permettre donc de valider donc, ce document de référence pour l'industrie automobile de Côte d'Ivoire que nous appelons Programme automobile de Côte d'Ivoire. Et l'horizon, c'est qu'en septembre 2024, ce document sera entièrement finalisé. Alors, le premier défi, c'est que la Côte d'Ivoire paie des devises en important des véhicules d'occasion, évidemment, qui créent beaucoup de nuisances au plan environnemental. Et l'un des défis aussi, c'est le défi de la compétence, donc la formation des ressources humaines qui soient qualifiées donc, au métier d'assemblage, de montage de véhicules. On a des ressources humaines qui sont qualifiées, compétentes dans bien des domaines, mais pour ce qui est du domaine donc, de l'assemblage et du montage automobile, nous pensons que nous devons faire encore des efforts. Et en ce qui nous concerne, nos transporteurs, sur le coût d'acquisition de ces véhicules, si ce programme-là se réalisait, cela allait avoir un impact sur le prix d'achat des véhicules. Pour rappel, la Côte d'Ivoire subit une perte annuelle de plus de 800 millions de dollars due à l'importation de véhicules d'occasion.
En plus des avantages cités, le programme PASSI est une aubaine pour moderniser la flotte de véhicules en Côte d'Ivoire. Au chapitre entrepreneuriat, la phase pilote du programme Orange Corner Innovation Food a connu son apothéose. Un clap de fin marqué par la sélection d'une lauréate sur les 30 entrepreneurs suivis. Financé par le Royaume des Pays-Bas, c'est une trentaine de jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de formations, d'un financement et d'un suivi technique des partenaires. Ils sont 30 entrepreneurs qui ont été accompagnés à travers des formations, un financement et un suivi technique par le Fonds d'innovation Orange Corners, en abrégé OCIF, son partenaire financier, le Royaume des Pays-Bas, et ses partenaires techniques. Le Fonds d'innovation Orange Corners soutient des solutions innovantes aux défis locaux qui contribuent aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Cet accompagnement a permis à ces jeunes entrepreneurs de matérialiser une idée en produit fini et certifié. Je suis la détentrice de la marque L'abeille, qui est la toute première marque de miel qui est en stick. Voilà, donc on a commencé notre aventure depuis 2019 et donc on a décidé de démocratiser la consommation du miel en mettant le miel en stick pour que les gens puissent l'utiliser dans les hôtels, dans les restaurants, cafés. Avant qu'on ne commence cette aventure-là, le miel était vendu en pot de 1 litre, de 2000 litres. Donc les gens n'avaient pas forcément la possibilité de pouvoir emporter le miel partout avec eux, de pouvoir sucrer, avoir le choix entre le sucre industriel et le sucre naturel qui est le miel. Et donc on a rendu cela possible en mettant le miel en stick à travers notre marque L'abeille. Dans son action d'accompagnement, le Fonds d'innovation Orange Corners s'associe à diverses parties prenantes pour soutenir et renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux locaux. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA, sommes investis à travers ces différents porteurs de projets réalisés. Ce programme vise en fait des jeunes qui ont des idées innovantes, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'agribusiness. Ils participent à un programme d'accompagnement de 6 mois. Et ensuite, les meilleurs d'entre eux passent devant un jury de sélection pour recevoir du fonds d'amorçage. Et au travers de ce fonds d'amorçage, qui peut aller jusqu'à 40 000 euros et beaucoup plus en fait selon la performance de l'entrepreneur, ils sont accompagnés pendant 3-4 ans avec non seulement le financement, mais aussi de l'assistance technique. Bientôt, un nouveau programme d'accompagnement des entreprises dans le secteur de l'agrobusiness. On s'intéresse à présent à l'environnement. La Commission énergie, climat, environnement et qualité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié ce mercredi un atelier sur la thématique impact du nouveau Code de l'environnement 2023 sur le secteur privé, notion de la responsabilité élargie du producteur et des implications. Cet atelier vise à informer et sensibiliser les entreprises sur le nouveau cadre réglementaire de l'environnement en mettant l'accent sur la notion de responsabilité élargie du producteur et ses implications pratiques pour elle. Le compte-rendu avec Ami Korobara. La Côte d'Ivoire a créé un cadre normatif visant à renforcer l'adoption de diverses lois spéciales, notamment celles des domaines sectoriels de l'environnement. Cependant, au regard de l'évolution de la problématique de la protection de l'environnement, l'on observe des insuffisances. À cet effet, l'ancien code a été profondément modifié pour répondre aux exigences environnementales attendues par les États. Ainsi, la nouvelle loi prévoit dans son article 10 12 principes dont le principe élargi du producteur, en abrégé REP, qui impose aux fabricants et importateurs la responsabilité de la gestion des déchets issus de leurs produits jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Le principe pollueur-payeur, ça veut dire que, en des termes assez simples, celui dont l'activité pollue ou est susceptible de polluer doit payer des taxes, il doit payer. Voilà, c'est ce que dit le principe. Mais en plus de l'obligation de payer, de prendre en charge, n'est-ce pas, la pollution, il y a l'obligation pour l'entreprise de ce qu'on appelle la remise en état. La REP, comme on l'a dit tout à l'heure, est une opportunité pour les industriels parce que la REP permet d'abord de mieux gérer les déchets, de responsabiliser les acteurs dans la gestion des déchets, mais aussi c'est une disposition qui permet de créer des emplois verts, des nouveaux emplois qui respectent l'environnement. Cependant, vers quelles structures doivent se tourner les entreprises pour la gestion de leurs déchets? L'ANAGED est l'autorité de régulation de la filière déchets en Côte d'Ivoire. Et ce nouveau code permet donc à l'ANAGED d'aider les entreprises
qui ici ont été responsabilisés à gérer de façon efficiente ces déchets. Au terme de cet atelier qui a réuni les parties prenantes, les participants, le secteur privé et public, ont été invités à conjuguer leurs efforts en termes de responsabilité dans le sens du changement positif en adoptant un comportement éco-citoyen qui préserve la vie humaine et environnementale. Les collaborateurs des médiateurs de République de l'espace UEMOA sont depuis ce mercredi en formation à Abidjan. Ce renforcement de capacité organisé par l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA vise à dresser le bilan des activités et définir de nouvelles perspectives pour la médiation institutionnelle dans un contexte de changement climatique et social au sein de l'UEMOA. Konena Norgo et Ezekiel Siri nous font le point. Ils sont tous des collaborateurs, des médiateurs de la République des pays de l'espace UEMOA. Dans cette salle du médiateur de la République de Côte d'Ivoire, 6 délégations venues du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire pour renforcer leurs capacités afin de contribuer davantage à l'ancrage de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA. Je salue l'organisation de cet atelier sur le thème, je cite, « Contribution des collaborateurs à l'ancrage de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA ». Fin de citation. Il nous permettra de réfléchir sur des actes d'intervention pertinents ou des actions innovantes pour la consolidation de nos institutions dont la survie de plusieurs est malheureusement menacée, nonobstant leur rôle prépondérant dans le renforcement de l'état de droit. C'est dire que les médiateurs ambitionnent d'accompagner les gouvernants des pays de l'UEMOA afin qu'ils créent les meilleures conditions possibles pour l'épanouissement des citoyens de cet espace dans leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et les médiateurs sont comme des sentinelles de la préservation et de la promotion des droits des citoyens, ainsi que de tous les usagers vivant dans l'un ou l'autre des pays de notre sous-région. Cette session de formation des collaborateurs des médiateurs de l'espace UEMOA se tient sous le thème « Contribution des collaborateurs à l'ancrage de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA ». Ouverte ce mercredi 3 juillet, elle prendra fin le 5 juillet 2024. En éducation, l'école internationale Clairefontaine a célébré ses 20 ans d'existence. Une cérémonie couplée à la remise de parchemins aux diplômés de la promotion 2023-2024. Une occasion pour faire connaître davantage cette prestigieuse école. Le reportage est signé Enis Bogou et Doumbia Yuba. Ce sont au total 182 élèves et étudiants de la promotion 2023-2024 du groupe international Clairefontaine qui ont reçu leur diplôme de fin de formation, notamment le CEP, le BPC, le bac et le bachelor. Cette cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée au Sofitel Hôtel Ivoire le samedi 29 juin en présence du corps éducatif, des parents et connaissances. C'est le lieu pour moi de féliciter nos élèves et étudiants pour ces beaux résultats qui font notre fierté tout autant que la leur. Chers élèves et étudiants, mes chers enfants et petits-enfants, je félicite chacun de vous pour le travail acharné. Ce sont des efforts et sacrifices couronnés de succès au bonheur des diplômés. Oui, il a eu une mention. Aujourd'hui, je suis contente de dire que je suis major de promotion de l'année 2023-2024. Je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Dans son discours, le ministre du Transport, Amadou Koné, par ailleurs parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de véhiculer des conseils à ses nouveaux diplômés. Je voudrais féliciter mes filleuls. Vous êtes l'avenir. Pour vous-même, pour les parents, mais vous êtes l'avenir du pays. Et vous féliciter pour les excellents résultats, mais en particulier les filles.
Cette cérémonie de remise de diplôme revêtait une double célébration, à savoir la remise de parchemin, commémoration des 22 ans d'existence du groupe Clairefontaine. Le groupe international Clairefontaine continue de se multiplier avec l'ouverture prochaine de 2 nouveaux établissements à Boaké et Bergerville en septembre. Un nouveau bâtiment à Yopougon accueillera 130 élèves et une première classe de seconde. L'actualité, c'est aussi la santé. La 3e édition du colloque étudiant de la recherche clinique s'est tenue récemment à la bibliothèque de l'UFR de médecine. Le thème pour cette édition 2024 est l'approche interdisciplinaire dans la recherche clinique en Côte d'Ivoire. Initié par l'unité de recherche clinique en Côte d'Ivoire, ce colloque qui rassemble étudiants et experts de la santé se veut un canal de promotion de l'excellence grâce à des formations pertinentes en recherche clinique. La 3e édition du colloque étudiant de la recherche clinique a réuni experts de la santé et étudiants sur les thèmes approche interdisciplinaire dans la recherche clinique en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif d'apporter des réponses à des propositions d'action concrètes aux problèmes de santé et constitue un levier de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Déjà notre 3e édition. Il faut savoir que ce colloque a été créé à la base en fait, pour sensibiliser sur la recherche clinique, pour informer et aussi pour former sur la recherche clinique. À chacune des éditions en fait, de ce colloque de recherche clinique, on invite nos étudiants à faire une sorte de concours parce que nous formons des entreprises virtuelles de recherche clinique. Donc ils viennent en concours entre eux et on choisit en fait la meilleure entreprise virtuelle. Et au cours de ces colloques, on fait aussi de l'information, c'est-à-dire que nous allons inviter donc des scientifiques chercheurs, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers aussi. L'un des sous-thèmes majeurs qui a été développé à cette rencontre a été la digitalisation en recherche clinique. Les panélistes ont révélé qu'il est crucial de digitaliser la recherche clinique en particulier, mais la recherche en général, car cela pourrait permettre aux acteurs de la santé d'avoir facilement accès aux données, de les collecter, les stocker, les analyser et les mettre à la disposition des chercheurs. Les communicants ont par ailleurs révélé les principaux défis et obstacles rencontrés lors de la digitalisation dans la recherche et comment surmonter les obstacles liés à la confidentialité et la sécurité des données dans le système de santé. C'était le commentaire de Walter Kofi. Toujours en recherche, le projet structurant de formation au processus de collaboration et d'innovation dans le projet de recherche et développement a été lancé récemment. Ce projet, qui durera 3 ans, est une école de formation à l'endroit des scientifiques et vise à favoriser la collaboration entre eux pour répondre efficacement aux besoins de la société. Le point avec Philippe Zabou et c'est ici. Dans le contexte des défis posés par les menaces climatiques, environnementales, écologiques, énergétiques et sanitaires de notre époque, la recherche scientifique et les chercheurs doivent proposer des solutions innovantes, viables et accessibles, tant pour la société scientifique que pour la population en général. Voici le but du projet PSF-CIRCI. Former 45 chercheurs en 3 ans pour relever les défis de l'innovation et du développement. C'est un projet structurant de formation ici qui veut montrer une nouvelle méthodologie de la recherche. C'est-à-dire, la recherche, on l'a fait. Mais l'innovation qu'on apporte, tous les chercheurs font de la recherche. Mais est-ce que ces résultats-là sont utilisés par nos communautés? Est-ce que ces résultats sont utilisés pour résoudre les problèmes de nos communautés? La plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on constate. Donc, nous, on vient aujourd'hui pour pouvoir voir ensemble avec la communauté quels sont les problèmes que les communautés vivent, les problèmes vécus par la communauté. Donc, après 3 ans de formation, on aura formé 45 personnes à l'intelligence collective, donc au processus collaboratif et innovant dans la recherche. Donc ce que l'on espère, c'est que ces 45 personnes mettront en œuvre ce qu'elles auront appris pendant ces 3 ans. Le projet PSF-CIRCI a été présenté à la communauté scientifique
devant un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour lui, ce genre de projet peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit à l'ouverture du séminaire, le ministre attend beaucoup de cet atelier-là pour pouvoir booster encore un peu plus dans une nouvelle dynamique la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. La formation sur le projet PSF se tient du 8 au 25 juillet 2024. La cohorte 2024-2026 aura pour marraine Yobo Véronique, professeure et vice-présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le gouvernement ivoirien auprès des partenaires pour la reconstitution de l'antenne de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. La pose de la première pierre a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en présence des ministres en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Dans 24 mois, sortira de terre un bâtiment neuf avec une grande capacité d'accueil de 4500 places. Nous témoigne Zénab Dosso et Setekissi. Dans 24 mois, l'antenne de l'INPHB, Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, situé à Cocody-Donga, aura un nouveau visage. Ce bâtiment que voici sera donc démoli et reconstruit pour avoir une plus grande capacité d'accueil pédagogique et en termes de logement. Cette pose de la première pierre est la preuve que sortira de terre un bâtiment de 3 niveaux bâti sur une superficie de 15 200 mètres carrés et doté de 52 salles de classe, un amphithéâtre, 15 chambres d'étudiants, 12 chambres pour les professeurs et des restaurants. Aux côtés du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a présidé le lancement des travaux, la ministre Mariatou Koné de l'Éducation nationale et le ministre Nguessan Kofi de l'Enseignement technique. Cette politique répond à une chose simple. Vous savez, notre système éducatif de façon générale, et particulièrement le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, disons, a un certain nombre de défis à relever. Et toute la politique gouvernementale en matière d'éducation-formation et spécifiquement en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique a pour objectif de relever ces différents défis. Vous avez par exemple l'insuffisance de la capacité d'accueil dans nos structures publiques d'enseignement supérieur, tout comme l'insuffisance des transferts sociaux, par exemple pour ce qui concerne l'hébergement des étudiants en cité. Donc tout ce qui est fait depuis hier répond à ce souci de relever ces différents défis. Je profite de l'occasion pour dire merci à nos partenaires classiques, les Français, parce que tous ces édifices qui seront construits sont financés sur prêts souverains contractés par l'État de Côte d'Ivoire auprès de l'État français. Une action démarrée depuis 2016 et soutenue par l'AFD, Agence française de développement, qui satisfait à plus d'un titre le directeur général de l'INPHB, car l'Institut amorce un autre volet de son développement dans l'éducation-formation. Notons qu'à Yamoussoukro, une nouvelle cité universitaire de 1194 lits sera également construite sur une superficie de 9,5 hectares au profit des étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a servi de cadre pour le lancement de la 11e édition des Journées nationales des ressources humaines. Cet événement va rassembler les acteurs clés des ressources humaines de la Côte d'Ivoire et de la sous-région pour discuter des enjeux liés à la valorisation du capital humain. L'objectif est de renforcer les compétences des professionnels, adopter des stratégies innovantes et améliorer la performance des organisations. On en sait davantage avec Diane Cablancan et Ézéchiel Seri. Visant à renforcer la formation des cadres dirigeants et des professionnels RH afin d'offrir une plateforme de réseautage, de partage d'expériences et de formation continue, la 11e édition des Journées nationales des ressources humaines, JNRH, a été officiellement lancée. Elle se tiendra à l'hôtel président de Yamoussoukro les 25 et 26 juillet 2024 et va réunir les acteurs clés des ressources humaines de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'inviter tous les professionnels, tous les passionnés du capital humain les 25 et 26 juillet à l'hôtel président de Yamoussoukro pour la 11e édition des Journées nationales des ressources humaines. Les Journées nationales des ressources humaines sont une fois au partage d'expériences, au partage de connaissances sur les questions de capital humain, sur les questions des femmes et des hommes qui construisent nos organisations. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, l'un des gros enjeux de l'Afrique, c'est sa capacité
a construit ces femmes et ces hommes-là qui peuvent accompagner les ambitions ou ces ambitions de développement. Alors, tout l'enjeu sur les Journées nationales des ressources humaines, c'est de pouvoir réunir sur une même place des professionnels de cette fonction-là et également de pouvoir trouver des thématiques et de pouvoir trouver des centres d'intérêt en ce qui concerne tout l'écosystème de la fonction ressources humaines. Ces journées, de par ces diverses activités objectives, contribuent à l'amélioration des compétences des professionnels des ressources humaines, à l'innovation des pratiques managériales, à la pérennité des entreprises, tout en se positionnant comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur. Et direction d'Ivo, 500 meilleurs élèves des écoles primaires des villages impactés par les 3 mines d'or du groupe Calied Gold Corporation ont été primés successivement dans le village de Douaville et celui de Kagbé dans la sous-préfecture de Iré à l'occasion de la 9e édition du prix d'excellence. Le récit de Walter Kofi. Groupe scolaire Kwasi Marc de Douaville dans la sous-préfecture d'Iré. Ici, la fin d'année académique est marquée par une journée d'excellence. Un événement organisé par la compagnie minière Calied Gold Corporation qui a primé les meilleurs élèves, des diplômes d'honneur, des bourses scolaires de 150 000 francs, ainsi que des kits scolaires offerts aux meilleurs élèves ayant obtenu l'entrée en 6e. Un geste qui a été salué par les autorités préfectorales de la région. Je vous engage à faire en sorte que ces enfants que nous avons vus ce matin ici, qui ont été primés devant nous, ne dévient pas de leur trajectoire scolaire. Que ces enfants soient très bien encadrés par vous pour que demain, vous puissiez récolter les doux fruits de leur réussite. Au nom de mes camarades lauréats, je prends la parole pour vous dire un grand merci pour l'honneur que vous nous faites ce matin. Merci pour ces dons qui nous apportent ce matin la joie. Après Douaville, la prochaine étape a été le groupe scolaire Kagbé, géré par la mine d'or de Bonicro. Ici, les élèves ont aussi reçu des diplômes d'honneur, des kits scolaires et des bourses. L'innovation cette année a été le corps enseignant qui s'est vu primé. Vous avez bien compris qu'en faisant cette cérémonie, on met l'éducation de nos enfants au centre de nos préoccupations, pour la simple raison que c'est la fondation d'une nation. C'est vrai pour la nation tout entière, donc c'est d'autant plus vrai pour nous en tant que mine de préparer la relève de demain. Notre première mission, c'est de former, de développer les talents nationaux pour accompagner le développement de l'industrie minière. Ce sont plus de 500 élèves, dont 264 des villages autour de la mine d'Agbaou et 260 autour de la mine d'or de Bonicro, qui ont été primés par la société, le tout pour un montant de 32 millions de francs CFA. La communauté éducative du collège Legbedi Yakoju a récemment célébré une victoire remarquable à l'occasion des résultats du BPC 2024 avec un taux de réussite atteignant 44%, une nette amélioration par rapport aux 22% de l'année précédente. Cet établissement a démontré un engagement exceptionnel envers l'excellence académique. Le témoignage de Théodore Kanga. La cérémonie de reconnaissance orchestrée par le directeur des études Koulibaly Daouda a été un moment empreint de fierté et de gratitude partagée. Monsieur Legbedi Yao Jules, fondateur du collège, a personnellement honoré les enseignants pour leurs efforts dévoués. Un geste particulièrement touchant a été la remise des pagnes aux épouses du personnel enseignant, symbolisant leur soutien précieux et indispensable. La cérémonie de ce matin, qui a été voulue par monsieur le fondateur, est organisée pour féliciter l'ensemble du personnel. Après ces résultats assez brillants au cours des examens du BPC, nous sommes partis d'un certain taux de réussite l'année dernière et aujourd'hui ce taux a été doublé. J'ai voulu inviter ces femmes pour les célébrer. Célébrer comment? Parce que je suis avec leur époux.
il me donne satisfaction et je tiens à leur dire merci. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive marquée par des prestations artistiques et un cocktail de célébration. Les mamans présentes ont exprimé leur profonde reconnaissance envers le fondateur. C'est vraiment un honneur pour nous, en tout cas, de recevoir ces présents et surtout pour les femmes de nos collègues. Je tenais vraiment à bénir Dieu pour son nom, pour sa vie et pour toutes ces entreprises. Cette initiative remarquable souligne l'engagement continu du collège Legbegui Yao Jules envers l'éducation de qualité et son impact positif sur la vie des élèves et de leurs familles. Le week-end dernier s'est tenue une session du club Toastmaster Korogo. L'objectif était de partager à l'opinion nationale les populations et travailleurs du district des Savanes, autorités administratives, de l'existence de ce mouvement dans le Poro. Occasion pour eux de terminer le mandat 2023-2024 en beauté. Ouattara Daouda. Ils sont composés de cadres, entrepreneurs, leaders, étudiants, jeunes et femmes des secteurs publics et privés de Korogo qui prennent part à cette session de Toastmasters du Poro sous le thème « Devenez le communicateur et le leader de vos rêves et finir en beauté le mandat 2023-2024 ». Objectif, partager à l'opinion nationale les populations et travailleurs du district des Savanes de l'existence des Toastmasters dans la cité du Poro. Partager l'opportunité d'apprendre à améliorer ses prises de parole et à développer son style de leadership. Faire connaître l'organisation à toutes les autorités administratives, politiques, associations de femmes et d'hommes du Poro, le corps enseignant. Effectivement, je vais demander à tous les jeunes, les cadres, les autorités, les leaders politiques, leaders d'opinion, les associations, qui doivent s'approcher du club de Korogo. Ça a été une activité qui m'a beaucoup marqué. Donc, je vais inviter ceux qui n'ont pas pu participer à s'approcher davantage et surtout à s'inscrire à Toastmasters. Je suis tombé dans un univers que je viens de découvrir. Ici, tous les mots sont placés à leur place. Créé en 1924 aux États-Unis par Ralph Smelly, Toastmasters aide ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.